Ton crayon, papa va se crever les deux yeux! C'est pas toutes des Mozart et des Picasso, nos petits crayons. On aurait dû leur dire la vérité pour qu'ils se construisent une carapace. Ton dessin, ça, mon homme? Papa, il veut pas t'apprendre à sacrer, mais tabarnak, c'est laid! Oh, là-tu encore ton crayon, papa va se crever les deux yeux! Quel genre de petit garçon étiez-vous? Oh my God, c'est tellement étonnant parce que autant aujourd'hui, je suis reconnu pour être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, puis qui rit fort, qui parle fort. Quand j'étais jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais très timide. Très gentil, tout doux, je parlais pas fort. Ma mère, elle disait que des 3 enfants chez nous, j'étais le seul, mettons, le sapin de Noël quand j'étais petit, j'avais 3 ans. Je venais pour toucher une boule de Noël, puis elle me disait « Oh non, 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 non », je faisais « Je l'écoutais. Ça a beaucoup changé. Je te confirme que ça n'a pas été ça longtemps. Fait que j'ai déjà été très gentil, très timide. Puis à un moment donné, paf! Je suis devenu fou. Bonjour! Ah! C'est moi, Jean Charest, Oui. chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, c'est Charest. Oh là 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 là. Comment allez-vous? Oh là 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 là. Comment je vous dirais bien ça, M. Turcotte? Eh bien, bon, je vais dire comme un suppositoire, ça va comme je te pousse. Ah, parce que ça parle, le suppositoire. Non, mais moi, je le fais parler, c'est ça ma force. Si on le pousse trop loin, ça va comme je te tousse. Est-ce que vous vouliez être humoriste quand vous étiez jeune et pourquoi? J'ai voulu devenir humoriste. Je le savais à l'âge de 6 ans que je voulais faire ça. Exactement ça. Surtout à cause d'un film. Un film que toi, t'es très jeune, t'as pas connu Jerry Lewis, mais quand moi, j'avais ton âge, c'était déjà vieux. Ça faisait déjà 25 ans que ces films-là avaient été faits. C'est un artiste qui avait été très populaire avec Dean Martin, Jerry Lewis et Dean Martin. Pour les plus vieux, ils vont savoir ça. Mais ils étaient les rois de Las Vegas dans ces années-là. Ils ont fait des films. Un était chanteur, Jerry Lewis était humoriste. Et dans un film... je pense que c'est Dr. Love, le personnage, mais c'est Stranger, quelque chose, je sais pas trop quoi. Et dans un film, il joue un genre de professeur, un savant fou, qui a les dents comme ça, avec les yeux croches, avec des lunettes. Puis ce savant-là, il avait inventé une potion. Puis quand il buvait la potion, le soir, il devenait comme wow! Il devenait comme le gars le plus beau en ville. Il était un sex symbole. Puis là, il se promenait, puis il allait chanter dans les bars. Il jouait du piano. Toutes les filles capotaient dessus. Puis là, le lendemain matin, il s'est réveillé, puis il était comme ça encore. Fait que moi, j'avais dit à ma mère, à 6 ans, elle m'avait dit, tu veux faire quoi quand tu vas être plus tard? J'avais dit, je veux être un savant. Je voulais être le savant fou de Jerry Lewis et non pas un vrai savant qui allait inventer des choses importantes. Fait qu'à ce moment-là, j'avais tellement ri dans ce film-là, c'était tellement drôle parce qu'il y avait une scène, je te raconte la scène parce que je pense que c'est le premier gros gag, le plus vieux gag que je me souviens. Il fait des haltères, il veut lever des poids, puis il les a dans ses mains comme ça, puis il vient pour le déposer, puis bang, ses bras allongent jusqu'à par terre. Aujourd'hui, c'est nounours comme un dessin animé, mais dans le temps, en film, il est debout, puis ses 2 bras vont jusqu'à la terre, les longs bras. Puis moi, j'avais 6 ans, je faisais ah! Je trouvais ça tellement drôle. J'en ai moins besoin puisque je n'ai qu'un tout petit peu de muscle. Et comme on dit, ceci, on pensera à cela. Tenez, amusez-vous bien. J'ai l'impression que c'est un peu plus lourd que je ne...
que ses bras avaient allongé tellement c'était pesant. Puis c'est ça. J'ai vraiment voulu devenir, à ce moment-là, un humoriste et faire ça toute ma vie. Faudrait vous voir dans un film à la Jerry Lewis. Ah, Seigneur, un film à la Jerry Lewis. J'irais plus de ça parce que ça serait beaucoup trop de temps, d'énergie d'essayer de me faire une place là-dedans, tu sais, dans ce milieu-là. Mais en même temps, je suis très gâté dans la vie que j'ai maintenant aussi, là, dans ce que je fais. Là. Comment faites-vous pour trouver vos blagues? J'observe. J'écoute, je regarde comme tantôt. Je suis arrêté, j'avais tellement faim, j'ai arrêté manger, prendre un petit wrap. Vu que j'étais perdu, j'ai dit tant qu'être perdu, je vais me ramasser un wrap chez Tim Hortons. Je rentre au Tim Hortons de la Chute. C'est la clientèle la plus bizarre que j'avais jamais vue réunie dans un Tim Hortons en même temps. C'est que il y avait 3 messieurs à l'autre bout qui parlaient. Tu sais, c'est des retraités. Puis là, ils se racontaient, en après-midi au Tim Hortons, c'est un peu normal, mais ils se racontaient comment c'était pas évident de faire un bon lait de poule. Tu ne veux même pas savoir c'est quoi. Même moi, je ne veux même pas c'est quoi un lait de poule, parce que c'est une boisson du temps des fêtes. Il y avait un autre monsieur qui arrêtait pas de dire « Mets ta main devant ta bouche quand tu tousses! » Puis, il y avait un petit monsieur, là, je l'ai vu commander des Timbits, 10 Timbits. Puis il a l'air de... Je me dis, il est avec quelqu'un, il va se passer quelque chose. Il commande ses Timbits, il s'ostine un peu avec le gars, il va s'asseoir à table. Puis là, il en mange un, puis il dit « Oh, c'est pas oublié ça. Ça, on dit tout fromage. » Puis il commande, il parle. Moi, je suis sûr qu'il y a un écouteur, puis qu'il parle au téléphone. Ah non, il n'a pas passé, il rentre pas. Il n'a pas passé. Ben, peut-être à soir. Mais comme je te dis, le premier était bon, et le deuxième, oui, il m'a tombé sur le cœur. Fait que moi, je pensais qu'il était au téléphone, mais non, il parlait tout seul. Fait que là, je suis devenu triste, tu comprends? Fait que tu vois, toute cette scène-là, je l'ai vue, je l'ai observée, je t'ai fait rire avec un peu aussi en même temps, mais ça, c'est le travail d'un humoriste, c'est-à-dire écouter, regarder. Moi, je sais jamais quand un jour, cette scène-là, je vais la reprendre, puis je vais faire quelque chose avec ou je vais m'en servir pour m'inspirer. C'est le quotidien des gens, c'est la vie des gens, c'est comment on réagit, qui est la base première de la création humoristique, parce que les gens vont rire fort quand ils se reconnaissent dans des choses, quand ils voient des trucs, ça leur ressemble. Puis après ça, ben c'est le travail. Il faut vraiment que tu te forces, tu t'assois, puis tu réfléchis à tes histoires, puis là, tu essaies de mettre ça drôle, de trouver des façons de faire pour surprendre le public, mais il n'y a aucune autre façon que observer et travailler. C'est là, soir final, oui, là! 50e représentation, puis comme il était à diète, on a un peu chippé sur le gâteau. Parce que de toute façon, il y a des gens de mangé le temps. Oui! Quel est votre personnage favori parmi ceux qui vous faites? Dans tous les personnages que j'ai faits depuis le début avec les grandes gueules, je pense que j'ai pas le choix de nommer qui est aussi le personnage favori de tous les gens qui ont suivi les grandes gueules, ou en tout cas, un de mes personnages à moi, c'est Jocelyn Top Model. Si t'as vu sur YouTube, il y a un bon numéro de Jocelyn. Mash, lâche un pet, ouais par là. C'est elle, ça. Oh, merci, coach! Ça. On l'a regardé tantôt. Oui! Bon, Jocelyn, là, elle fait rire de 5 à 108 ans, c'est-à-dire tout le monde aime Jocelyne, elle est nounoune, elle est naïve, elle est de bonne humeur, elle est friendly, elle a 1 million de qualités. Elle fait partie de mon spectacle encore en ce moment, un petit bout, là, un petit 2 minutes, parce que c'est vraiment pas un spectacle sur les personnages. Je fais un medley de petits personnages pour faire plaisir au public, mais c'est sûrement le personnage avec lequel je peux dire n'importe quoi. Je peux improviser pendant des heures, je pourrais vivre une vie complète en faisant semblant d'être Jocelyne. Puis sinon, mon deuxième autre personnage, ce serait Enrique Iglesias, le chanteur Saint-Hubert. Parce que lui aussi, il peut faire un peu n'importe quoi. Il est langoureux, il est Saint-Hubert, il a une belle façon de s'exprimer. Il s'aime énormément. Voilà. Ben, je vous en prie, ma belle Jocelyne, faites comme chez vous, venez vous asseoir, on va débuter immédiatement. OK, stand by. Essayez donc le raccourci, Justine.
C'est des souliers neufs, j'ai casse! Ouais. Êtes-vous stressé avant un spectacle? À l'étape où je suis rendu maintenant, vu que ça fait quand même, je pense que j'ai fait plus de 100 spectacles de ce spectacle-là, je n'ai plus le stress de est-ce que le spectacle est bon, je suis capable de le faire, est-ce que les gens vont rire, je suis plus là. Mon stress maintenant, c'est genre 1 à 2 minutes avant le spectacle. Je viens bien nerveux. Je me dis, oh, j'espère que ça va être facile ce soir. Parce que sur 100 spectacles, t'en as toujours un de temps en temps, peut-être 1 sur 30, que oh, c'est difficile, les gens sont pas de bonne humeur, sont pas en forme, ou c'est un mercredi soir, puis il pleut. Puis là, ben, ils ont pas le moral là. Parce que quand tu viens voir un spectacle d'humour, faut que tu te mettes dans l'ambiance. Tu sais, je veux dire, tu te mets pas dans la même ambiance d'aller voir un spectacle d'humour que quand tu t'en vas à l'enterrement de quelqu'un. Fait que, donc, si t'es en été, les gens sont toujours de bonne humeur. Il fait soleil, ils ont pris un petit verre sur la terrasse, sont contents. Fait que mon stress maintenant, c'est vraiment juste, est-ce que ça va être facile? Parce que si c'est facile, moi, je m'amuse comme un fou. Puis plus je m'amuse, plus les gens ont plaisir. Puis si jamais c'est un soir difficile, je vais être obligé de trouver une façon d'atteindre leur cœur puis de renverser leur tristesse en bonheur. Fait que je vais travailler plus fort. Puis jusqu'ici, j'ai toujours réussi, toucher du bois, mais tu veux toujours que ce soit juste un party, que ce soit juste le fun. Ça sera pas facile jusqu'à la chute. C'est tous des gens qui se parlent tout seuls. Ouais. Ouais, j'espère que mon monsieur Tim Martin n'est pas là. Mets ta main devant ta bouche quand tu tousses! Quel humoriste vous a inspiré dans votre vie? Jerry Lewis, comme je l'ai nommé tantôt à cause du film. Yvon Deschamps, qui est vraiment un humoriste qui était très important, que vous avez pas connu, évidemment, mais on l'appelle souvent dans le milieu des humoristes le père des humoristes au Québec parce que il a vraiment installé une façon de faire, de l'autodérision, tout ça. Mais après ça, dans ma génération, moi, il y avait tellement des bons humoristes. Daniel Lemay, qui me vient en tête. J.C. Lauzon, on l'a pas assez longtemps, mais je l'aimais beaucoup. Michel Courtemanche, j'ai commencé à peu près en même temps qu'Anthony Cavana, mais je l'adorais. J'ai nommé Daniel Lemire, les Bleus Poudres, RBO. Tu sais, je veux dire, je pense que quand j'aime tellement ça, j'en ai plein. Tu sais, mon préféré dans tout ça, ça va rester dans tout jamais dans mon cœur, Jerry Lewis. Sinon, je ne saurais pas qui d'autre te dire, Colin. Jerry Lewis. Mario Tessier. Mario Tessier, très bon choix. Salut, c'était insoutenable, je peux enfin l'annoncer. Je serai l'animateur de la prochaine saison du Tricheur. Je suis tellement content. C'est des souliers immenses à porter. Guy a tellement fait un job exceptionnel. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes, de ses attentes, des attentes de tout le monde. Mais enfin, je peux le dire, je suis le nouvel animateur du Tricheur. Ciao. Quelles sont vos passions à part l'humour? Une de mes grandes passions, c'est les automobiles. Mais surtout, conduire des autos. Tu sais, il y en a qui aiment les voitures pour apprendre les statistiques, les fiches techniques, combien ça coûte, combien elle va, c'est quoi sa puissance, c'est quoi sa note. Moi, ça, pas tant. Moi, ce que j'aime, c'est conduire. Pas conduire pour aller à quelque part. Conduire par plaisir de faire de la route, écouter de la musique, puis avoir une auto que je trouve le fun, là, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est ma grande passion. C'est sûrement l'affaire sur laquelle j'ai investi le plus en argent et en temps, autre que le travail puis la famille. Est-ce qu'il vous reste des rêves à réaliser en lien avec votre métier? Oh my God, c'est une bonne question. Des rêves à réaliser. Écoute, oh my God, peut-être oui. C'est-à-dire que je suis très chanceux déjà, parce qu'avec, là, écoute, je suis tellement gêné de dire ça devant vous deux, c'est que moi, j'arrive à 34 ans de carrière de métier dans le show business, hein, fait que c'est beaucoup plus que ton âge. Mais... donc, j'ai eu la chance de toucher à tout. J'ai animé des galas, j'ai fait des spectacles d'humour, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait de la télévision. J'ai jamais fait de film. J'ai eu des caméos dans des films, mais j'ai jamais fait de film. Fait que peut-être un film, ça serait génial. Mais je sais pas si je serais bon. J'ai réalisé que j'ai beaucoup de difficultés à apprendre les textes des autres. Si c'est pas moi qui ai écrit le texte, je trouve ça très difficile. J'ai des amis qui font des trucs, ils apprennent ça comme ça. Puis moi, quand je viens pour apprendre le texte que j'ai pas écrit, oh my God, c'est super difficile. On dirait que ça rentre pas dans ma tête. Fait que je sais pas si je serais bon là-dedans. Mais ça, et comme autre rêve, j'aimerais beaucoup
pouvoir... J'ai l'impression que j'ai une idée qui dort dans ma tête, qu'un jour, je vais coucher sur papier, puis qui va être meilleur que tout ce que moi j'ai fait. Ça, c'est mon feeling. Il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Ça, c'est un rêve que j'aimerais réaliser. C'est-à-dire réussir à mettre sur papier. Je sais pas si ça va être un livre, une série de télé ou même écrire un film, mais j'aimerais ça écrire quelque chose qui va me dépasser, moi, qui va rester important dans notre culture, dans notre star system au Québec. Là, j'aimerais ça laisser quelque chose de vraiment wow. Ça sera peut-être d'écrire votre film. Ouais, peut-être. Mais laisser quelque chose en héritage, là, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais trouver quelque chose à un moment donné, une bonne idée. On verra. Oui, c'est très élégant. Oui. Avez-vous, Jocelyne? Oh God! Jocelyne? Ça glisse du Satan! Oui, bon. Jocelyne? Massé-coche! Oui. Massé-coche! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé du cœur. Moi, c'est Lexi et moi, c'est Justine. Donc, notre question est qu'est-ce qu'une maladie cardiaque? Une maladie cardiaque est un terme désignant diverses affections affectant la structure ou la fonction du cœur. Alors, les différentes parties du cœur sont ici en forme de W, la myocarde. Après, nous avons les veines caves ici qui vont envoyer le sang directement dans les oreillettes et eux vont le pousser dans les ventricules du cœur. Après, l'artère pulmonaire va envoyer le sang au poumon pour que tu respires et le sang va revenir par l'aorte. Maintenant, pour les différents battements cardiaques. Un battement cardiaque normal est de 60 à 100 battements par minute. Quand tu es très anxieux, ça va être de plus de 100 battements par minute. Et quand tu bois de la caféine, dépendamment en quantité, ça peut augmenter de 3 à 10 battements par minute. Maintenant, est-ce que les drogues affectent notre cœur? Oui, les drogues affectent notre cœur. Comme exemple, on a le cannabis et le tabac qui augmentent ton rythme cardiaque et ta pression artérielle. La tension artérielle, c'est la pression de ton sang contre les parois de tes artères. Ensuite, l'héroïne va faire que ton rythme cardiaque est très irrégulier et ça peut amener directement à des arrêts cardiaques. Finalement, la cocaïne et le crack vont augmenter ton rythme cardiaque, la pression sanguine et tes besoins de ton cœur en oxygène. Aussi, la grosseur de tes vaisseaux sanguins vont diminuer. Donc, ça augmente les chances d'avoir un bouchon dans tes veines ou dans tes artères. Ensuite, je vais parler du souffle au cœur. Il y a beaucoup de types de souffle au cœur, mais je vais en parler généralement. Alors, le souffle au cœur est causé par une circulation sanguine turbulente dans le cœur. Au stéthoscope, on va entendre un bruit de turbulence, un bruit additionnel ou un sifflement. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle un souffle au cœur. Alors, généralement, on n'offre pas d'opération pour le souffle au cœur, sauf s'il est créé par un problème cardiaque sous-jacent, comme une valve défectueuse ou une arythmie. Et c'est très commun, car 40 à 45 % des enfants en ont un et 10 % des adultes aussi. Après, nous avons la tachycardie, qui est un type d'arythmie. Ça te cause d'avoir des battements trop rapides qui peuvent aller juste en haut de 100 battements par minute. Il y a deux types. Il y a la TSV, qui est une tachycardie supraventriculaire, qui est en haut des ventricules. Et la tachycardie ventriculaire, qui est directement dans les ventricules. La cause, c'est que c'est un foyer électrique qui émet des pulsions rapides et ça va causer que les ventricules ne se remplissent plus correctement de sang. On peut le corriger avec une opération qui s'appelle l'ablation par cathéter, soit par radiofréquence, qui est le chaud, ou soit par cryoablation, qui est le froid. Maintenant, je vais vous parler de l'infarctus, qui est un autre mot pour crise cardiaque.
Les symptômes d'un infarctus est de la douleur thoracique intense, des essoufflements, des sueurs froides, des nausées ou des vomissements. Aussi, tu vas devenir beaucoup plus pâle et beaucoup plus anxieux. Dans le fond, ce qui cause ça, c'est que quand ton cœur pompe le sang oxygéné vers ton muscle cardiaque, ça passe dans l'artère. Et ce qui arrive, c'est qu'il se forme un caillot dans ton artère, ce qui empêche le sang de passer. Le caillot est formé de graisse ou de cholestérol. Et ça nécessite une intervention très rapide. Donc, premièrement, tu dois faire un massage cardiaque. Et deuxièmement, tu as 2 choix d'opération. Le premier choix d'opération est l'angioplastie coronaire. C'est la plus fréquente. C'est quand un cardiologue insère un cathéter avec un petit ballonnet au bout dans ton artère à partir du poignet ou de ta haine. Et une fois qu'il est rendu à l'endroit bouché, ils vont gonfler le ballon pour que ça débloque le caillot. Ça va durer de 45 minutes à 1h30. Ensuite, la deuxième opération est le pontage aorto-coronarien, qui est une chirurgie très lourde. C'est privilégié lorsque plusieurs artères sont bloquées ou que l'angioplastie est impossible à faire. Un chirurgien pose des veines ou des artères de tes jambes ou de tes bras pour créer un pont autour de l'endroit bloqué. Comme ça, ton sang peut passer pour aller à ton muscle cardiaque, mais d'une autre manière. Ça va durer de 3 à 6 heures, suivi d'une hospitalisation de 1 à 2 semaines. Alors ici, on a la bradycardie, qui est tout le contraire d'une tachycardie, car ça désigne avoir un battement trop lent qui peut aller jusqu'en dessous de 50 battements par minute. Il y a 2 types aussi. Il y a la dysfonction du nœud sinusal et les blocs auriculo-ventriculaires. La cause, ça peut être dû à du vieillissement, à certains médicaments ou juste à un déséquilibre électronique. Mais c'est très aussi courant chez les sportifs. Pour fixer une bradycardie, l'opération la plus courante est l'implantation d'un simulateur cardiaque, autrement appelé un pacemaker, ou d'autres options offrent aussi une ablation par cathéter. Pour la fibrillation ventriculaire, c'est aussi un arrêt cardiaque comme l'infarctus, mais plus rapide. C'est l'affaire la plus mortelle au monde. Et c'est quand que tes ventricules vont se contracter de manière très rapide à cause de signaux électriques chaotiques de ton cerveau. Ça fait que tu as un arrêt cardiaque et une perte de conscience soudainement. Pour sauver la victime, il faut faire une réanimation cardio-pulmonaire ou une défibrillation. Alors, ça peut surprendre plusieurs gens, mais il y a plusieurs massages cardiaques. Aujourd'hui, je vais vous en parler de 3. En premier, nous avons le massage cardiaque externe seul, qui est le massage cardiaque le plus utilisé. C'est lui où on pousse le talon de la main dans le sternum de 5 à 6 cm de profond. Et on fait 100 à 120 compressions par minute, ce qui fait 2 compressions par seconde. Après, en deuxième, nous avons la réanimation cardio-pulmonaire standard, qui veut dire avec des insufflations, qui est le bouche à bouche. On va alterner de 30 compressions et 2 insufflations. Et c'est vraiment utilisé en cas de noyade et aussi chez les nourrissons, mais seulement avec 2 doigts. Et le troisième massage cardiaque s'appelle le massage cardiaque interne, qui est utilisé seulement en salle d'opération ou en service d'urgence avancé par des professionnels, car ça consiste à ouvrir la cage thoracique, rentrer la main ou des instruments pour pomper le cœur et justement te faire revivre. En conclusion, si vous avez des douleurs au cœur quand même régulièrement, vous devez prendre un rendez-vous avec votre médecin. Et si c'est des douleurs très intenses, vous pouvez vous diriger directement à l'urgence ou appeler le 911. Merci. Bonjour, mon nom c'est Andy, puis aujourd'hui on va vous présenter comment les skis glissent. Moi, mon nom c'est Charles.
Dans le fond, les skis glissent sur une fine couche d'eau qui se forme lorsque la pression et le frottement de la semelle du ski sur la neige la fait fondre. Cette pellicule d'eau agit comme un lubrifiant permettant au ski de glisser. Pour que le ski il glisse mieux, ça s'appelle le fartage. C'est une application de cire qui rend la glisse encore plus performante. Sans cette lubrification, les cristaux de neige adhèrent aux semelles des skis, surtout quand il fait très froid. Pour les skis de fond classiques, le fartage se fait sur les zones de glisse avant et arrière, tandis que la zone de retenue sous le pied est traitée différemment. Il existe plusieurs types de fart qui est préférable en fonction de la température de la neige pour optimiser l'interaction entre le ski et la neige. Lorsque le ski avance sur la neige, la pression exercée sur les cristaux de neige provoque leur fonte, créant ainsi une mince pellicule d'eau. Le taux d'humidité et l'ensoleillement sont des facteurs cruciaux. Le choix du fart doit être adapté à ces conditions. La chaleur de cette friction est suffisante pour faire fondre les cristaux de neige en contact avec le ski. Cela crée une mince couche d'eau à la surface. Le poids du skieur crée une pression sur la neige. Cette pression combinée au mouvement provoque un frottement entre la semelle du ski et le cristaux de neige. Ce frottement intense crée la chaleur. La pression exercée par un skieur est loin d'être suffisante pour faire fondre la neige par elle-même, car il faudrait des centaines de bars pour abaisser le point de fusion d'un seul degré. Bien que la pression puisse abaisser légèrement le point de fusion de la glace, le changement est minime. L'échauffement par frottement est le facteur dominant qui permet de créer la couche d'eau nécessaire pour glisser. La neige commence à fondre grâce à la pression du ski à une température supérieure à 0 degré. Et pour qu'il glisse encore mieux, il est préférable de cirer ses skis pour de meilleures sensations. Salut, mon nom c'est Meredith. Puis moi c'est Megan. Aujourd'hui, on va vous parler des effets de la musique sur le corps et le cerveau. Fait que pour commencer, on va parler de la réaction du subconscient. En fait, la musique, elle agit directement sur ton subconscient, qui est la partie de ton cerveau qui réagit avant que tu t'en rendes compte. Fait que l'expression « j'ai parlé trop vite », en fait, ça vient de là. Ton cerveau, il n'a pas eu le temps de filtrer les mots que tu veux dire, c'est ton subconscient qui l'a fait. C'est pour ça que des fois, ça sort plus méchant ou rapide. Quand on écoute une musique, notre cerveau, il fait pas juste écouter des sons, mais il libère une émotion, des souvenirs, puis des sensations physiques, comme un frisson. Les frissons, c'est une réaction émotionnelle intense déclenchée par une forte connexion des zones auditives et du plaisir. Ça a été prouvé scientifiquement qu'une mélodie plus douce régularise ton stress, alors qu'une mélodie plus rapide peut augmenter ton énergie et avoir envie de bouger. Ensuite, le subconscient, il relie la musique à des moments vécus, comme j'avais dit. C'est pourquoi certaines chansons nous rendent tristes, nostalgiques ou heureux. En résumé, la musique parle un langage universel que ton cerveau comprend mieux que les mots. Le corps réagit naturellement à la musique sans qu'on s'en rende compte. Donc, si vous écoutez un rythme rapide, votre cœur va battre plus vite. Et au contraire, si vous écoutez un rythme lent, votre cœur va battre moins vite. Il y a une connexion qui est la dopamine, qui est une molécule chimique, qui est aussi le neurotransmetteur. La dopamine est associée à la motivation, le plaisir et joue un rôle clé, parfois qualifié d'hormone.